Dossier numéro 2. Monsieur P, 61 ans, est hospitalisé pour hémiplégie gauche de survenue brutale 5 heures auparavant. Dans ses antécédents, vous notez une goutte, une intoxication alcoolique chronique, une obésité. À l'examen, Monsieur P présente un déficit complet et moteur et sensitif de l'hémicorps gauche et une HLH gauche. Vous réalisez l'iconographie suivante. Question numéro 1, interprétez l'iconographie. Quel est votre diagnostic? Question numéro 2, quelle est votre prise en charge au cours des 24 premières heures? Question numéro 3, quel bilan étiologique prévoyez-vous? Quelques semaines après le début de l'hospitalisation, Monsieur P se plaint de douleurs à l'épaule et au poignet. À l'examen, vous retrouvez une limitation globale des amplitudes articulaires. Il n'y a pas d'épanchement articulaire. Au niveau du poignet, la peau est lisse, brillante, froide. La VS et la CRP sont normales. Vous réalisez l'iconographie suivante. Question numéro 4, interprétez l'iconographie. Quel est votre diagnostic? Question numéro 5, quel traitement instaurez-vous? Question numéro 6, définissez le terme de handicap. Question numéro 7, comment évaluez-vous le handicap de ce patient? Après 8 mois d'hospitalisation en service de rééducation, Monsieur P tient debout, marche sur quelques mètres avec une canne, s'alimente seul si on lui prépare le repas et a besoin d'une aide modérée pour l'habillage et la toilette. Sa famille souhaite un retour à domicile. Ils ont d'ailleurs aménagé l'habitat. Question numéro 8. Quelles mesures sociales pouvez-vous instaurer pour permettre ce retour à domicile? Question numéro 1. Interprétez l'iconographie. Quel est votre diagnostic? Alors, le réflexe quand on voit une iconographie neurologique, c'est tout d'abord de décrire de quel type d'imagerie il s'agit, scanner, IRM, s'il s'agit d'une IRM, quel type de séquence. Ensuite, préciser si l'imagerie est injectée ou non injectée. Précisez ensuite le type de coupe. Puis vous allez décrire la lésion dans sa topographie, surtout son côté, son caractère hyper ou hypodense ou hypo-intense, s'il s'agissait d'une IRM, sa forme et ses complications. Donc là, on était devant un scanner cérébral, sans injection de produit de contraste, en coupe transversale, fenêtre parenchymateuse. On voyait une hyperdensité spontanée, puisqu'on n'était pas dans le cadre d'une injection de produit de contraste, qui était relativement homogène et volumineuse. Cette hyperdensité était intraparenchymateuse et elle était de forme ovalaire. On pouvait dire qu'elle se situait au niveau de la capsule et du noyau lenticulaire droit, et elle réalisait un effet de masse modéré sur le ventricule latéral droit, sans déviation de la ligne médiane. Alors maintenant, on va essayer de revoir tout ça avec cette iconographie. Je dis que c'était un scanner, c'était assez simple parce que dans le scanner, vous voyez, on a souvent une très belle image de l'os et une moins belle image du parenchyme. On avait une lésion qui était là, qui était donc hyper dense, on parle de densité pour le scanner, et on parle de signal ou d'intensité pour l'IRM. Cette hyperdensité spontanée parce qu'on n'avait pas d'injection. Je vous rappelle, pour voir les signes d'injection, le mieux c'est de regarder déjà si dans les sillons, vous voyez pas des petits serpentins hyper denses qui correspondent aux vaisseaux qui ont pris le contraste. On peut aussi avoir une prise de contraste au niveau des structures méningées ou de la faux du cerveau qui peuvent vous renseigner. Les deux petits points blancs qu'on voyait ici et là ne doivent pas vous inquiéter. Il s'agit de deux petits formations qu'on appelle les plexus choroïdes, qui servent à la sécrétion du liquide céphalorachidien, à sa production, et qui peuvent être chez beaucoup de patients spontanément hyperdenses, car ils sont légèrement calcifiés. Donc on avait cette lésion, sinon ici, cette grosse lésion volumineuse qui était dans le parenchyme. Elle passait à côté de plusieurs structures qu'on va reconnaître de l'autre côté parce qu'on les masque. Donc on avait plusieurs structures comme le noyau lenticulaire. Ici, à côté du noyau lenticulaire, on avait le noyau... non, je me suis trompée. Je me suis trompée, je vous ai dit des bêtises. Ici, c'est le noyau codé. Et ici, on a le noyau lenticulaire.
Donc noyau codé, noyau lenticulaire, on a des fibres de la substance blanche, notamment les fibres motrices, qui partent à côté de ces structures dans ce qu'on appelle la capsule interne. Ok, donc vous voyez bien que de l'autre côté, la lésion épargnait la tête du noyau codé, mais passait en plein sur le noyau lenticulaire et grignotait un petit peu, notamment en bas, la capsule interne. Donc c'est pour ça qu'on a appelé cette lésion capsulo-lenticulaire. N'oubliez pas non plus le côté. Je vous rappelle que ce qui est à votre gauche, c'est la droite du patient. Ce qui est à votre droite, c'est la gauche du patient. Donc là, on avait une lésion hyperdense spontanément, volumineuse, qui était capsulo-lenticulaire, droite. Elle réalisait en plus un petit effet de masse, vous le voyez là sur le ventricule latéral, qu'on voyait un petit peu moins bien. Mais il n'y avait pas de déviation nette de la ligne médiane ou pas de signe d'engagement sous-falcoriel. Le diagnostic qu'il fallait évoquer, c'est le diagnostic d'un hématome intracrânien. Tout ce qui est blanc spontanément doit vous faire évoquer un saignement récent. Donc, hématome intracrânien, capsule lenticulaire droit. Donc, question numéro 2, quelle est votre prise en charge des 24 premières heures? C'est une question essentielle dans la prise en charge neurovasculaire. On avait vu un dossier précédent, la prise en charge de l'infarctus cérébrale à la phase aiguë. La prise en charge de l'hématome est tout aussi importante. Vous allez voir, il va y avoir quelques points communs et bien sûr des grosses différences. Donc cette prise en charge, elle est là encore urgente, avec un patient qui va être transféré en unité de soins intensifs, préférablement neurovasculaire, avec une mise en condition adaptée, donc voie veineuse périphérique, scope cardio-tensionnel, repos strictoli. Pensez, c'était un 0 à la question chez ce patient éthylique chronique à la prévention du DT, avec une hydratation suffisante, une vitaminothérapie B1, B6 et des benzodiazépines. Ensuite, contrôler la tension, c'est un élément essentiel de la prise en charge du patient avec un hématome intracrânien, parce qu'on sait que grande partie de ces hématomes intracrâniens sont liés à une hypertension artérielle. Donc, pour l'instant, on dit qu'il faut contrôler la tension de façon à ce qu'elle soit inférieure à 18 de systolique et 10 de diastolique. Maintenant, certaines équipes commencent à évaluer l'effet bénéfique d'un contrôle encore plus strict de la tension à des valeurs aux alentours de 12 de systolique notamment. Donc, ce n'est pas complètement consensuel à l'heure actuelle, mais on peut se mettre d'accord sur des valeurs de 180-100 jusqu'à ce que les conférences de consensus ne changent. On va corriger, comme dans la prise en charge de l'AVC ischémique, toute hyperglycémie par une insulinothérapie à la seringue électrique si besoin, et toute hyperthermie par antipyrétique IV. Enfin, la prévention des complications de décubitus, je dirais qu'elle est encore plus importante que chez le patient qui a un infarctus dans la tête, parce que là, vous comprendrez bien que si votre patient fait la phlébite, vous allez être très ennuyé pour traiter sa phlébite sans majorer le saignement intracérébral. Donc, une prévention des complications des décubitus qui doit être stricte, avec nursing, bas de contention, mobilisation précoce, et surtout, des HBPM qui vont devoir être instaurés à dose préventive dès la 24e heure, type Lovenox 0,4 x 1. C'est pas parce que vous allez donner à votre patient des HBPM à dose préventive que vous allez majorer son saignement intracérébral, en tous les cas, pas si vous l'instaurez à partir de la 24e heure. Enfin, traitement antalgique, c'est souvent cause de céphalée très importante, les hématomes de cette taille, kiné précoce, surveillance horaire et de l'état neurologique, de l'état de conscience, parce qu'on est devant un processus expansif intracrânien qui peut être à l'origine de compression des structures cérébrales. Donc surveiller la conscience, surveiller aussi l'état neurologique par la cotation du score NIHSS qui sera reproductible au cours de la journée et des journées à venir. Enfin, surveillance de la tension artérielle pour veiller à ce qu'elle ne s'élève pas trop, de la température et de la glycémie, comme on l'a dit. Quel bilan étiologique prévoyez-vous? Pour répondre à cette question, il faut avant tout se poser la question de savoir quelles sont les étiologies qu'on va rechercher dans un saignement intracrânien.
D'accord? On va tenter ensemble de répondre à ces questions et après on recherchera les examens complémentaires qui sont nécessaires à l'évaluation de ces différentes causes. Donc première grande cause facile à rechercher, c'est les traitements. Tout ce qui est traitement antithrombotique. Ça, faut pas l'oublier, c'est facile à rechercher, c'est facile à arrêter si possible. Ensuite, il y a l'hypertension artérielle, grand pourvoyeur, surtout de ces infarctus volumineux de localisation capsulo-lenticulaire. Ensuite, il va y avoir les malformations artério-veineuses qu'on retrouve plutôt chez le sujet jeune, de localisation diverses et variées, qui vont être difficiles à traquer, surtout à la phase aiguë, on va le voir. On peut avoir ce qu'on appelle des cavernomes, qui sont des petites malformations artérielles. On peut avoir des tumeurs cérébrales qui vont se matérialiser initialement sous la forme d'un saignement intracérébral qui, lorsqu'il va progressivement s'évacuer, va laisser place à la lésion tumorale elle-même. Donc il va falloir essayer vraiment de rechercher ces lésions tumorales en répétant les examens. Voilà, et enfin, petite cause plutôt anecdotique, c'est l'angiopathie amyloïde. L'angiopathie amyloïde, donc c'est une maladie des petits vaisseaux qui se caractérise par la présence de dépôts amyloïdes au sein de leurs parois, qui est une maladie qu'on retrouve plutôt chez le sujet âgé et qui va causer des petits hématomes, plutôt en périphérie, corticaux. Donc, une fois qu'on a mis à plat et qu'on s'est dit dans sa tête, voilà les étiologies que je vais rechercher, maintenant on peut se dire comment je vais les rechercher. Donc tout d'abord par l'interrogatoire du patient ou de sa famille, on va chercher la prise de médicaments antithrombotiques. Ensuite, la recherche de l'hypertension artérielle va être plus simple par l'interrogatoire là encore, le scope tensionnel, éventuellement un holter tensionnel. On pourra réaliser en complément un bilan HTA type OMS. Ensuite, à la phase aiguë, vous aurez recours à l'angio-IRM intracrânienne pour rechercher une malformation artério-veineuse. On ne réalisera pas d'artériographie conventionnelle à la phase aiguë d'un hématome. Pour rechercher les cavernomes, ce sont une IRM en séquence T2 étoile, qui n'est pas à connaître, à mon sens, pour le NC. En deuxième intention, c'est-à-dire si vous n'avez rien retrouvé à ce bilan initial, il va falloir, comme je vous l'ai dit, savoir renouveler l'IRM à distance par la réalisation de séquences conventionnelles qui recherchent une tumeur intracrânienne qui aurait été masquée par l'hématome. Enfin, vous pouvez renouveler aussi les clichés d'angio-RM pour détecter une malformation artério-veineuse. Vous aurez à distance éventuellement recours à l'artériographie conventionnelle pour rechercher ces mêmes malformations vasculaires. L'artériographie conventionnelle devra être réalisée au moins 3 mois après la survenue de l'hématome. Voilà, vous voyez votre bilan de première intention axé vraiment sur les causes repérables d'emblée, hypertension artérielle, prise d'antithrombotiques et un bilan à distance pour traquer les causes plus difficiles, les causes qui sont masquées initialement par le saignement, comme une malformation artério-veineuse ou une tumeur. Ensuite, quelques semaines après le début de l'hospitalisation, Monsieur P se plaint de douleurs de l'épaule et du poignet gauche. À l'examen, vous retrouvez une limitation globale des amplitudes articulaires. Il n'y a pas d'épanchement et au niveau du poignet, la peau est lisse, brillante et froide. La VS et la SRP sont normales et vous réalisez l'iconographie suivante. Interprétez l'iconographie. Quel est votre diagnostic? Là encore, réflexe. De quel type d'imagerie s'agit-il? C'est une radiographie standard de l'épaule gauche de face, où on pouvait voir une déminéralisation pommelée, un peu mouchetée de la tête humérale, avec un respect de l'interligne articulaire. On ne voyait pas de signe d'ostéocondensation ou d'ostéophytose. Donc, on va revenir sur l'imagerie.
l'imagerie. Donc là, vous voyez bien qu'il y avait donc un aspect déminéralisé. On pouvait délimiter un petit peu des aspects un petit peu pommelés hein, au sein de cette tête humérale. On voyait bien le respect de l'interligne articulaire sur cette imagerie aussi. Donc le diagnostic à évoquer hein, devant les douleurs classiques épaule, poignet du même côté d'un patient paralysé, avec cette déminéralisation, il fallait évoquer le diagnostic d'algoneurodystrophie de l'épaule et du poignet gauche, qui est plus connu sous le nom du syndrome épaule-main, et qui était en phase froide, parce qu'on n'avait pas de période de démacier, de rougeur, d'épanchement. Donc on était en phase froide d'emblée, ce qui n'est pas surprenant chez les patients victimes d'un accident vasculaire cérébral, qu'ils soient ischémiques ou hémorragiques. On a souvent des développements à bas bruit de cette algodystrophie avec apparition de douleurs sourdes qui vont s'intensifier progressivement et limiter progressivement les amplitudes interculaires. D'où l'intérêt de surveiller jour après jour l'état et d'interroger vos malades sur leurs douleurs et de bien faire attention à l'évolution des mobilités articulaires. Quel traitement on instaure? Alors, c'est un traitement qui va être différent du traitement qu'on instaure dans le cas d'une algodystrophie post-traumatique. On va avoir recours, bien sûr, au traitement antalgique. Alors, vous pouvez donner des paliers 1, palier 2. Ça va marcher un peu. Ce qui va surtout marcher à visée antalgique, ce sont les infiltrations cortisoniques, donc au niveau du poignet et de l'épaule. Ce sont deux zones qui sont totalement accessibles à l'infiltration. Ensuite, ça va être la kinésithérapie, qui est dans la mesure du possible, une mobilisation active, contrôlée. Si le patient a une mobilité nulle, on bien sûr se limitera à des mobilisations passives, des massages, toujours, selon la règle de la non-douleur, comme vous le voyez ici. On peut avoir recours dans un service de réadaptation fonctionnelle à des séances de physiothérapie qui alternent par exemple des bains chauds, bains froids, qui utilisent certaines ondes sur les régions douloureuses, qui vont avoir tendance à améliorer les patients. L'amélioration va dépendre des malades. Il y en a qui se diront pas du tout améliorés, d'autres qui par contre auront une amélioration notable par ce traitement. Et enfin, soutien psychologique. C'est déjà pas fun d'être paralysé, d'être en séance de service de rééducation pendant des mois, c'est encore moins fun d'avoir mal au quotidien, donc pensez à la psychothérapie de soutien. Définissez le terme de handicap, là encore question de cours, auquel il faut se coller, c'est un module entier, le handicap, donc il faut se coller à cette petite question de cours de définition. Donc définition du handicap, c'est la conséquence pour un individu donné d'une déficience ou d'une incapacité qui va limiter ou interdire l'accomplissement d'un rôle normal en rapport avec l'âge, le sexe et les facteurs sociaux culturels. Vous voyez que la définition du handicap prend en donc l'individu face à son environnement. Il y a des gens pour qui ne pas pouvoir utiliser une main, ça ne va pas représenter un handicap très important, alors que pour d'autres, violonistes, pianistes, qui utilisent leurs mains pour leur travail quotidien, ça va être une source de handicap majeur. Comment évaluez-vous ce fameux handicap chez ce patient ? Donc déjà par l'interrogatoire, pensez à interroger vos patients. C'est pas l'évaluation du handicap, c'est pas seulement des échelles à faire passer, c'est prendre le temps d'interroger le malade dans chacune de ses activités de la vie quotidienne, son degré d'autonomie, son aptitude à s'habiller, se laver, se préparer à manger, s'alimenter, faire ses courses, passer un coup de téléphone, vraiment des activités qui peuvent vous sembler basiques, mais qui sont extrêmement importantes pour chacun d'entre nous. Ensuite, évaluer s'il a besoin d'utiliser des aides à la marche. Si oui, quelles aides? Une canne, deux cannes, des béquilles, un déambulateur, un fauteuil roulant, mécanique, électrique. Évaluer enfin le retentissement socio-professionnel, parce que c'est une cause d'une fatigue importante, d'une inaptitude au travail, d'un absentéisme important. Évaluer enfin le retentissement psychologique. Une mesure que vous pouvez faire qui pourra être répétée, c'est l'évaluation du périmètre de marche. Et enfin, coter ces fameuses échelles qui vont avoir un intérêt essentiellement administratif, comme l'échelle de Rankine, de Bartel, ou des échelles de qualité de vie. Après 8 mois d'hospitalisation en service de rééducation, Monsieur P tient debout
et marche sur quelques mètres avec une canne. Il s'alimente seul si on lui prépare le repas et a besoin d'une aide modérée pour l'habillage et la toilette. Sa famille souhaite un retour à domicile. Ils ont d'ailleurs aménagé l'habitat. Quelles mesures sociales pouvez-vous instaurer pour permettre ce retour à domicile ? On va essayer de mettre en place une prise en charge à 100% au titre de maladie invalidante. Vous allez en plus essayer de faire une demande d'allocation personnalisée à l'autonomie, ce qui s'appelle l'APA, parce qu'on était ici chez un patient âgé. Chez un patient plus jeune, en dessous de 50 ans, vous demanderez une allocation adulte handicapé. Cette allocation ici personnalisée à l'autonomie permet l'emploi d'une tierce personne pour aider au domicile. Vous allez pouvoir obtenir aussi différentes aides qui faciliteront le quotidien de ce patient, une carte de station debout difficile, un macaron pour le véhicule, et vous allez surtout mettre en place un suivi par une assistante sociale qui sera affiliée à votre service pour permettre d'obtenir les aides nécessaires au cours de l'évolution de ce patient. Je vous ai fait un petit rappel juste sur l'imagerie neurologique. On en a beaucoup parlé au cours des conférences de neurologie ou du précédent tour de synthèse. Vous avez du mal parfois avec l'imagerie neurologique, donc je vous ai fait une petite diapo pour vous mettre côte à côte toutes les choses, tous les types d'imagerie sur lesquels on peut vous interroger. Vous reconnaîtrez facilement le scanner cérébral, je vous ai dit avec un aspect d'une table osseuse épaisse, bien visualisée, un parenchyme de moins bonne qualité. Ensuite, vous avez l'IRM où les structures extracérébrales osseuses sont moins bien visualisées, mais où le parenchyme est beaucoup mieux défini, les sinus aussi, les globes oculaires, les nerfs optiques. On peut avoir différentes séquences d'IRM. Le premier réflexe, ça va être de regarder le liquide céphalorachidien, qui, s'il est blanc, correspondra, donc on le voit là, au sein des ventricules. Si ce liquide céphalorachidien est blanc, c'est une séquence T2, c'est facile. Si par contre le liquide céphalorachidien est noir, comme on le voit sur cette imagerie-là et sur celle-ci, on va se poser la question soit d'une séquence T1, soit d'une séquence flair. Vous allez alors regarder le ruban cortical. Donc le ruban cortical, c'est la substance grise. C'est tout ce qui est autour des sillons. Si cette substance grise, ce ruban cortical, est plus gris que la substance blanche qui est à l'intérieur, on est devant une séquence T1 classique. Si par contre c'est inversé et que la substance grise est plus claire que la substance blanche, comme c'est le cas ici, avec une substance grise qui est plus blanche que la substance blanche, on sera devant une séquence flair. Autre type d'imagerie que vous avez à connaître, c'est la séquence de diffusion qui est facilement reconnaissable du fait déjà qu'on ne voit pas les structures osseuses tout autour, on a l'impression que le cerveau flotte, et ensuite parce que on a un aspect un petit peu flou du cerveau, et cette imagerie de diffusion est une imagerie essentielle dans l'évaluation des accidents ischémiques cérébraux. Donc je pense que si vous avez une imagerie de diffusion avec un hypersignal à l'intérieur, ce sera très probablement un AVC ischémique. Voilà. Donc à connaître, scanner, T1, T2, flair et diff. Ensuite, on a fait tout à l'heure le rappel un petit peu des structures centrales du cerveau, donc des noyaux gris centraux, avec la tête du noyau codé, avec le noyau lenticulaire avec sa forme caractéristique triangulaire, à côté desquels passe la capsule interne. On reconnaît aussi comme autre noyau gris central une petite boule qui fait un petit peu saillie dans le ventricule, c'est le thalamus. Et autre fibre de substance blanche que vous pouvez voir sur cette coupe, c'est les fibres qui passent d'un hémisphère à l'autre, qu'on appelle le corps calleux. Coupe sagittale maintenant, vous reconnaissez là encore ce corps calleux qui est juste au-dessus des ventricules. Et vous pouvez reconnaître les structures du tronc cérébral avec, donc là on va avoir le mésencéphale, après la protubérance, après le bulbe qui va se prolonger par la moelle cervicale. En arrière, vous reconnaissez bien évidemment le cervelet. Quand vous décrivez une imagerie neurologique, ayez le réflexe, comme on a essayé de le faire tout à l'heure, de décrire d'abord le type d'imagerie, puis ensuite regardez une à une les différentes structures
et extracérébrale et intracérébrale, donc les structures osseuses, les méninges. Dans le cerveau, regardez la substance grise, la substance blanche, les ventricules. Et pensez aussi à jeter un petit coup d'œil aux structures vasculaires, donc soit les sinus veineux, soit les lieux de passage artériels. Vous allez décrire ensuite les lésions que vous retrouvez. C'est une lésion qui peut être unique ou multiple, de forme arrondie, de forme en plage, de forme rarement carrée, une lésion intracérébrale. Donc c'est vraiment essayer d'être le plus précis possible, mais sans aller chercher les choses à coucher dehors. Préciser la localisation, donc soit dans le lobe frontal, temporal, pariétal, tout ça, mais pensez dans le cadre des lésions ischémiques à préciser le terme de systématisation, donc systématisation dans un territoire artériel. Enfin, pour toutes les lésions intracérébrales, et là j'insiste parce que j'en vois trop d'entre vous l'oublier systématiquement, préciser le côté. Ensuite, vous allez décrire si la lésion est en hyper ou hypo, signal ou densité, si elle est homo ou hétérogène, s'il existe un effet de masse, si elle prend le contraste. Et voilà pour ce dossier. Petit rappel icono, petit rappel sur le handicap. Pensez à connaître les différentes allocations auxquelles ont droit le patient. Je vous le rappelle, avant 50 ans, allocation adulte handicapé, après 50 ans, allocation pour l'autonomie, personnalisée pour l'autonomie. Donc AAH ou APA, voilà, ça c'est à connaître. N'oubliez pas là aussi la prise en charge à 100% pour tous ces malades en situation de handicap.